Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Il y a des bruits de pigeons autour, c'est le printemps, les oiseaux s'excitent. Mais personnellement j'adore ça, donc si vous entendez des wouh wouh derrière, c'est eux qui s'expriment. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Avant toute chose, je tenais à vous rappeler qu'il y a le second livre des éditions Les Trois Nantes qui est disponible sur le site les3nantes.fr, qui est donc un essai sur le Seigneur des Anneaux. Je vous mets ça en barre d'infos, il y a une vidéo qui est sortie sur le sujet. Donc merci encore pour tout votre soutien et voilà, toutes ces commandes que vous avez passées. Aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo que je trouve assez utile, on va dire, pour les lecteurs. Je recommande énormément de séries qui s'étalent sur des tomes et des tomes. La Roue du Temps, Terry Pratchett, Terry Goodkind. Je recommande énormément de séries qui font plus d'une dizaine de tomes ou minimum une trilogie. La fantasy a de ça de particulier que c'est souvent des univers qui sont très riches en termes de tomes. On part souvent sur minimum des duologies, des trilogies et on va souvent sur des 5-6 tomes. Ça arrive très régulièrement, voire plus de 10, c'est très courant. Pourquoi? De 1, parce qu'il est difficile de construire un univers en un seul tome, un univers qui est créé de toutes pièces. Le world building, c'est quelque chose qu'on travaille. En général, la fantasy, ce sont des longues quêtes. Il y a toujours énormément d'éléments pour creuser un univers, il faut des tomes. Il y a aussi une question économique. Ça, c'est un risque pour les éditeurs, mais en même temps, la fantasy, c'est vraiment quelque chose dans l'imaginaire du lecteur qui, minimum, fait 2-3 tomes. Donc, on s'attend toujours à se dire... S'il n'y a qu'un seul tome, c'est peut-être pas très fouillé, il faut une trilogie minimum pour creuser l'univers. Bref, c'est aussi pour les éditeurs une façon de faire de l'argent facilement quand ça marche bien. Il y a plein de gens qui me disent moi je suis pas prêt à m'engager pour 10 tomes, c'est ce que je lis en un an, ou j'ai pas envie de lire qu'une série, j'ai envie de passer à autre chose, et même moi parfois j'ai pas envie de plonger totalement dans un univers sur des tonnes et des tomes et des tomes. Parfois j'ai envie de finir mes histoires, j'ai envie de finir et de se dire ça c'est terminé, et quoi de mieux que des tomes en one shot, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul tome unique, voilà, il y a une vraie fin, il n'y a pas de suite, comme une mini-série. Je trouve qu'en fantasy c'est assez dommageable qu'on en ait pas plus, parce que même s'il y en a un peu, et en France faut dire qu'on n'est pas les derniers pour ça, j'avais envie de vous recommander donc des livres qui se passent en un tome, où voilà, quand vous le commencez vous avez une fin et que vous pouvez enchaîner avec d'autres séries ou d'autres livres. Cette vidéo pourrait très bien avoir des parties 2, partie 3, partie 4 et tout ça, j'en ai sélectionné que quelques-uns. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça j'en prendrai note et je ferai plusieurs vidéos sur le sujet. Mais aujourd'hui, je vous présente donc ces livres qu'on a le plaisir de lire en un seul tome. C'est stand-alone, j'ai déjà décidé de vous présenter des stand-alone, c'est comme ça qu'on dit en anglais, français. C'était important pour moi de vous montrer qu'en France on en fait, et heureusement. Le premier que j'aime beaucoup, c'est Druide d'Olivier Perru. Alors Druide, j'en parle de temps en temps. Je parle plutôt de Martyr qui a été vraiment un coup de cœur et dont on attend la suite depuis des années. Mais Druide, en fait, c'est une histoire qui est assez intéressante parce que c'est une sorte de policier dans un univers de fantasy. C'est pour moi de la dark fantasy, il y a des créatures assez sombres, l'univers assez sombre. On suit donc des personnages, ils sont au nombre de 2, je crois que c'est un homme et son apprenti. Ils sont envoyés en fait sur une scène de crime, il me semble dans un lieu typique monastique où il y a énormément de personnages, des frères, il me semble, qui se font massacrer. On retrouve une salle où ils sont éparpillés en morceaux, c'est ça le côté dark fantasy. Bref, un truc immonde, et eux, leur enquête c'est de savoir qui a fait ça, pourquoi, et donc ça va les mener dans une aventure qui est intéressante au niveau de l'enquête, qui est intéressante au niveau de l'univers parce que c'est des créatures qui sont intéressantes, il y a des complots, voilà, les gens essayent de leur faire à l'envers, c'est assez palpitant et sombre. La scène de combat final m'a beaucoup marqué, j'ai des souvenirs assez précis de cette scène là, j'avais ressenti un petit peu d'effroi à cette lecture, vraiment de la dark fantasy comme j'aime bien, où c'est un peu dégoûtant, où il y a vraiment ce sentiment de frayeur, avec des personnages qui sont vachement gris, parce qu'ils font des actions qui sont bonnes ou mauvaises. Bref, Druide, c'est vraiment le condensé entre le roman un peu policier et le roman fantasy. Il y a assez peu de livres dans ce genre-là, et moi personnellement j'aime bien, parce que c'est deux trucs que j'aime beaucoup. Je consomme énormément de polars télévisuels, pas vraiment en livre parce que j'en consomme déjà beaucoup à la télé, mais ça réunit deux choses que j'aime. Je trouve que Druide et en majorité Olivier Perru, on n'en entend pas assez vu la qualité de l'auteur, voilà, dans ses textes. Si vous avez envie de lire la littérature française de fantasy, tentez Druide, tentez Martyr, tentez Olivier Perru, mais tentez Druide si vous voulez vous faire un avis. Martyr, selon moi, c'est la marche du dessus parce qu'il y a plus d'approfondissement d'univers. Là, c'est vraiment le côté enquête qui est à souligner et je vous le recommande énormément. Cette vidéo, c'est un peu vous présenter des classiques de one-shot, de stand-alone. Donc, je pense que un des premiers livres qui vient
aux oreilles de ceux qui s'intéressent un peu à la fantasy, c'est Legend de David Gemmell. Alors Legend, c'est un pilier de la fantasy, c'est un pilier de l'heroic fantasy. En clair, Legend, c'est pour moi le seul Gemmell que j'ai apprécié parce que je trouve que les autres recopient énormément le schéma et que Gemmell c'est assez répétitif et que c'est très masculin, on va dire, comme littérature, même si je déteste ça, mais c'est très viriliste, voilà, avec des hommes, oh, je suis un bonhomme, voilà, je découpe des gens, et au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose, voilà, malheureusement, et les personnages de femmes sont pas... c'est un peu compliqué, voilà. Mais dans Legend, l'avantage c'est qu'on a aussi des combattantes et ça c'est cool. Il y a Drus et tout, il y a d'autres spin-offs après. Mais donc Legend, c'est une histoire qui est assez intéressante parce que c'est vraiment une scène presque de bataille en entier. On est face à des forces qui doivent défendre un lieu précis, on suit donc plusieurs personnages et un personnage va revenir, c'est Drus. Drus c'est le personnage de légende dans cet univers, c'est un combattant qui est énormément mis en avant, qui est dans toutes les légendes, voilà. Et on va découvrir au fur et à mesure ce qui se passe, ce retour. C'est un livre qui m'a énormément plu sur le fait que c'est assez riche au niveau militaire, on a vraiment une vraie bataille avec beaucoup de violence, de sang, c'est un monde où ça découpe, c'est très stratégique, bref, c'est vraiment une grosse bataille. Alors personnellement, moi j'aime beaucoup ça, donc quand on aime ça, c'est cool. On a des personnages qui sont plutôt attachants parce qu'on a ces personnages assez jeunes qui représentent la nouvelle génération qu'on suit au début, qui combattent et voilà, c'est plus ou moins triste et voilà, c'est un récit qui m'a vraiment mis mal parfois parce qu'il y avait des moments qui sont très triste. Et en même temps, on a ce personnage de vieux loup qui revient sur le champ de bataille pour son ultime bataille, voilà, et dès le début, on le sait, il était en mode oh, c'est triste, c'est tragique, et en même temps, c'est touchant, il y a des messages de transmission, et un livre Legend que j'ai beaucoup aimé pour ça, parce que, personnellement, je trouve ça très intéressant, épique, de ouf, bataille grandiloquente, les personnages sont attachants, notamment le personnage de Drus. Donc voilà, je vous conseille Legend, je vous conseille pas forcément les autres, j'ai lu Waylander, j'ai lu Drus la légende, d'autres livres, voilà, de Gemmell. Drus la légende, en fait, j'étais assez déçue parce que, en fait, l'avantage des Gemmell, c'est que tu peux les lire séparément, sauf Waylander où c'est vraiment une suite. Mais Drus la légende, en fait, c'est la jeunesse de ce personnage de Drus que j'avais adoré dans Legend, tu vois. J'aime bien les vieux loups solitaires qui reviennent sur le champ de bataille, voilà, Gérald, tout ça, tu vois. Même si voilà, j'aime bien ce cliché-là littéraire. Et en fait, on découvre toute sa jeunesse et Drus, je trouve ce récit hyper sexiste, voilà, et j'ai pas du tout apprécié le personnage quand il est jeune, et bref, j'ai pas du tout aimé, on va dire, comment ça améliore, et notamment le point de vue sur les femmes que je trouve quand même un peu compliqué, voilà. Donc ce qui fait que ça a teinté, donc je ne garde que Legend qui pour moi représente vraiment ce qui a été fait de meilleur dans cet univers là, donc de Draenei de Gemmell, parce que Gemmell, voilà, il y a tout un univers de Draenei et après il a écrit d'autres livres qui ont l'air très bien, plutôt inspirés de l'histoire, donc je verrai avec ces autres livres là. Draenei, le cycle, j'en ai terminé, mais Legend c'est un must have dans sa bibliothèque, en clair, c'est un livre où quand on lit de la fantasy, au bout d'un moment on va y être confronté parce que c'est un livre qui revient beaucoup sur les forums, c'est une valeur sûre et c'est le genre de livre qui est un peu intouchable comme le cycle Draenei. Après voilà, il y a du bon et du mauvais, mais personnellement moi j'ai adoré Legend, donc si vous aimez les combats, Legend c'est pour vous. Dans un univers encore très très fantasy, il y a donc un classique dont je n'ai jamais vu le film, je n'ai vu que des extraits, et c'est un livre que j'ai lu en fait d'une manière un peu particulière. Il s'agit de Princess Bride. Donc Princess Bride, c'est un film qui est très connu, que je n'ai jamais vu, j'ai voulu lire le livre avant, et en fait c'est un livre, on me l'a expliqué a posteriori, mais c'est un faux auteur, voilà, il y a un auteur fictif qui raconte un peu comment a été écrit le récit et tout. Et donc Princess Bride, c'est un classique, faut absolument que je voie le film, on m'en dit énormément de bien, et les extraits m'ont fait beaucoup sourire, bref. C'est un récit qui s'inspire beaucoup du conte, ou du moins du roman médiéval, presque d'amour courtois. Aussi le personnage de Wesley qui est un valet de ferme beau gosse, bref, qui tombe en pamoison devant Bouton d'Or, donc une fille magnifique. Bref, il est amoureux d'elle, mais c'est le grand amour, tu sais, le roman courtois, on est vraiment dans cet idéal du Moyen-Âge. Bref, elle est magnifique, et bah, elle va être enlevée, voilà. Et donc pour la retrouver, il va tout faire, il va se battre, il va rencontrer plein de créatures, bref, vraiment dans il était une fois le conte, et sur son chemin, il va rencontrer deux personnages. Inigo Montoya, qui est un personnage qui réclame une vengeance. Il y a
une des plus célèbres répliques du cinéma qui est sortie de ce personnage. Et un autre personnage qui s'appelle Phésis, qui lui est un géant, mais un gentil géant. Donc en fait, il y a un peu un bouleversement des clichés aussi. Et donc c'est une grande histoire d'aventure avec peuplée d'un romantisme, voilà. Et c'est très sympa. Il y a vraiment ce côté conte qui est très sympa, c'est assez drôle. Et ça reprend vraiment tout cet univers médiéval du conte, la princesse, du jeune homme sans titre qui va sauver la princesse, voilà, et tout. Avec des alliés, bref. C'est un récit que je vous recommande, c'est un film que je dois regarder. L'auteur qui est mentionné n'est pas l'auteur du livre, c'est un autre auteur, bref, c'est un personnage fictif. Bref, Jeanne va en sortir une nouvelle édition au courant de cette année, donc si vous êtes intéressés, elle va bientôt sortir. On quitte la fantaisie pure et dure pour entrer dans la fantaisie plus urbaine, plus actuelle, où je voulais vous parler d'un auteur parce que lui, il fait presque que du one-shot et que ses livres sont vraiment excellents. Je parle de Neil Gaiman, donc il y a American Gods et Good Omens, par exemple, qui sont des one-shots. American Gods, c'est assez simple, on suit un prisonnier qui va rencontrer un personnage à sa sortie de prison qui s'appelle Voyageur et il va découvrir que ce personnage est donc assez particulier et il va apprendre quelque chose à sa sortie de prison qu'il va pas trop apprécier, c'est que sa femme est morte, voilà, et d'autres choses aussi. Bref, on va suivre ce personnage qui va découvrir peu à peu ces American Gods, ces dieux qui sont, et ces créatures qui se trouvent sur le continent américain. En fait, ce qui est hyper intéressant dans celui-ci, c'est que ça reprend des dieux, donc des vieux dieux qui ont été importés aux États-Unis, typiquement un farfadet irlandais qui se retrouve sur les terres. Alors je ne sais plus s'il est dans le livre, mais il est dans la série, par tout ce qui s'est passé en Irlande, notamment la grande famine d'Irlande, toute cette vague d'Irlandais qui sont venus immigrer aux États-Unis ont ramené leur culte. Donc on a ces dieux-là qui ont été ramenés là. On a les dieux originels, on va dire, des États-Unis avec donc les peuples indiens, et on a des dieux que ça soit de la mythologie nordique, que ça soit j'allais dire la mythologie chrétienne, mais que ça soit des dieux chrétiens, des dieux qui sont reconnus dans le panthéon, voilà, des plus grands panthéons de religion actuels. On a tous ces dieux-là, on a des dieux qui viennent aussi, je crois, alors c'est de l'Égypte ou de la Mésopotamie, bref, il y a des dieux qui ne sont pas forcément très connus, c'est la richesse, c'est vraiment très approfondi, j'aime beaucoup. Et donc le nœud de l'histoire, c'est qu'ils vont se confronter aux nouveaux dieux, c'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion sur notre société actuelle, typiquement le dieu d'internet, le dieu des médias, le dieu de la télévision, et c'est hyper intéressant de voir ça. Véritablement, c'est assez génial et vraiment très bien pensé, et c'est très bien fouillé, c'est-à-dire qu'il y a des dieux, et moi j'adore la mythologie pour tout vous dire, il y a des dieux que je ne connaissais pas forcément, qui sont des dieux qui sont pas très mainstream, et je trouve ça hyper cool qu'on mette ça dans un livre qui a vraiment très bien fonctionné. J'ai vu que la première saison de la série, mais c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu, il y a de l'action, et il y a vraiment ce côté mythologique qui est hyper intéressant. Il y a un autre livre que je voulais absolument vous recommander qui est un one-shot, qui s'appelle Good Omens, donc De bons présages en français, qui est donc un livre qui lui se base sur la mythologie, qui se base sur la religion chrétienne. On part d'un postulat assez simple, on suit un démon et un ange qui vont se lier d'amitié, mais c'est des supposés ennemis, ils s'aiment bien, et parfois c'est presque... Ils ont tellement une amitié fusionnelle que tu sais pas trop s'il y a une réflexion derrière ou pas, si ça pousse jusque là ou si c'est toi qui fangirl, mais bref, ils sont très amis et ils ont pas le droit, voilà. Donc chacun travaille pour un boss différent et ils sont un peu mal vus des démons à cause de ça. Ils doivent un peu cacher ça. Donc en fait on suit toutes leurs interactions, que ce soit du début du début où l'homme est chassé du paradis, bref, tout ça jusqu'à nos jours. Et à nos jours, il y a un petit problème, c'est que donc le diable a décidé, Satan, de élire l'antichrist, de choisir son fils et de le mettre sur terre pour créer donc l'apocalypse. Et ça n'arrange pas le démon que l'on suit, qui est vraiment très drôle, qui lui en fait aime bien la terre. Il s'est attaché aux humains, même s'il le dit pas, il les aime bien parce qu'il voit beaucoup de choses qui lui plaisent, et que c'est un démon qui, même s'il veut faire le mal, il y a des choses qu'il ne tolère pas trop parce que ça va pas avec ses considérations actuelles. C'est-à-dire que lui il aime la terre et puis il apprécie l'ange et il sait qu'il va rentrer en guerre avec son pote, donc ça lui plaît pas. Et quant à l'ange, même si lui il est la bonté et que la terre n'est plus aussi bonne, les anges et Dieu n'interviennent pas, c'est que la terre n'est plus aussi bonne, mais lui il aime le bon vin, la bonne bouffe, les livres, voilà. Il aime, en fait, tous les deux aiment la terre et les humains, et donc ils vont essayer de la faire à l'envers.
Et ce qui ne va pas fonctionner parce qu'il y a un problème, c'est qu'ils vont échanger les bébés, donc en fait ils ne vont pas suivre le bon antichrist. Voilà, donc c'est une série, ce livre-là est super riche au niveau religieux, c'est drôle, c'est passionnant, c'est intelligent sur les blagues, bref, ça parle énormément de choses, il y a tout un truc avec des personnages sur les sorcelleries, bref, c'est hyper sympa, moi j'ai beaucoup aimé, et retravailler la religion de cette manière-là, de façon intelligente, un peu moqueuse sans être, on va dire, sans cracher sur non plus les gens qui le pratiquent, et ça c'est intelligent, et c'est ce que j'aime chez certains auteurs. C'est pareil chez Pratchett, c'est que ça se moque, mais c'est pas du genre vous êtes des abrutis de croire en ça, tu vois. C'est pas dans cette optique-là, alors qu'on peut avoir ça parfois en fantasy. Donc je trouve que c'est respectueux, en même temps c'est moqueur, et je vous conseille notamment la série qui est très très bien adaptée du livre. Bref, c'est vraiment 2 livres que je vous conseille. Et ensuite, je vais vous parler d'un dernier livre qu'on peut lire en un tome. Il s'agit donc de Raymond A. Feist, qui est très connu pour sa série Le Magicien, donc, qui est donc une série de fantasy qui s'étale sur de longs tomes, que je n'ai toujours pas continué, mais je voulais vous parler donc de Faerie. Faerie, c'est un livre que j'ai adoré quand je l'ai découvert. En fait, on suit l'histoire d'une famille, alors c'est aux États-Unis. Ils vont habiter dans une maison, alors je ne sais plus exactement où, mais c'est une maison, vous savez, dans la forêt, c'est typique un peu, c'est pas la Louisiane, mais vous voyez, ce typique de paysage américain un peu perdu. Et dans cette forêt, il y a un des personnages, le mari je crois, ou la femme est écrivain, bref, ils vont se rendre compte qu'il y a des choses de plus en plus bizarres qui vont arriver, et donc il y a toute la faerie au sens féerie, mais la faerie c'est vraiment la définition de nos croyances européennes sur les faées, donc c'est ces créatures qui sont du petit peuple, que ce soit les fées, les kelpies, un peu les elfes, mais vous savez, la fée mauvaise, dans le sens que la fée, elle n'est pas la fée clochette, vraiment la fée qui a peur du sel, la fée qui dévore les humains, le gobelin, vous voyez, ce genre de folklore européen que moi personnellement j'adore, qui tire beaucoup ses origines, bon, de France, mais d'Allemagne, d'Autriche et tout, bref, même jusqu'on va dans le nord, dans les pays nordiques, mais c'est un récit qui est passionnant parce qu'il fait assez peur. Moi, j'ai été assez plongée dans l'ambiance parce que on suit cette famille où les personnages sont hyper touchants, parce que ça parle de la vie quotidienne en fait, avec, tu vois, il y a une histoire au-delà du côté de fantasy, on a une histoire avec ces personnages, cette famille qu'on aime beaucoup, et en même temps, l'horreur, elle va s'insinuer de manière assez petit pas par petit pas. Il va y avoir ça, une ombre qui va filer dans la forêt, et après, il va y avoir un autre truc, et après ça va devenir un peu violent, et après ça va devenir cauchemardesque. Et en fait tu vois toute cette famille qui va être donc piégée un peu autour de ces créatures qui sont vraiment... le folklore est hyper bien représenté, il y a assez peu je trouve de folklore, de faerie qui sont représentés comme ça. La faerie c'est devenu très à la mode en young adulte, notamment avec... A Court of Thorns and Roses, voilà, bref, ça a lancé une mode, même si, bon, ça fait plusieurs années. Il y a eu donc Sarah J. Maas, il y a Holly Black qui a donc écrit The Cruel Prince, elle a déjà écrit d'autres récits sur la faerie. Bref, il y a plein de récits de fae, parce que les fae sont des créatures qui sont humanisées en général, voilà, dans leurs imaginaires à elles, alors que c'est pas forcément le cas, et qui sont assez mauvaises, donc ça fait des bonnes histoires d'amour, voilà, de enemies to lovers, mais ça ne va jamais dans l'horreur, alors que, vous voyez, les fae, c'est vraiment quelque chose de mauvais à la base. Elles peuvent être positives, mais quand tu regardes dans tout le culte médiéval, que ce soit les fées par exemple, les fées, elles attiraient les hommes dans les fontes, elles attiraient les hommes, elles les charmaient, et quand elles voyaient que le charme ne fonctionnait pas, elles les tuaient, où on avait donc ces naïades qui attiraient les hommes dans l'eau, vous voyez, il y avait quand même ce côté, même si elles sont belles et séduisantes, moi j'ai fait des cours de Moyen-Âge là-dessus en fait, et tu vois qu'elles ont un côté mortel en fait quand elles sont déçues par les hommes. Et là, en fait, on est vraiment presque dans l'horreur. Je trouve que c'est très inspiré du Roi des Aulnes, pour les gens qui connaissent un peu le conte. Le Roi des Aulnes, c'est un conte qui est assez passionnant. Donc le Roi des Aulnes, c'est un poème de Goethe qui est assez connu et qui est assez effrayant en soi. Pour vous expliquer le poème, c'est l'histoire donc d'un homme qui, par un jour de pluie, de tempête, la nuit, prend son fils dans ses bras, ils sont à cheval, ils traversent une forêt, sauf que dans la forêt, ils voient des ombres, et notamment, il y a le Roi des Aulnes qui est là, et le père, il ne le voit pas, il essaye de chasser en fait ces images-là, et son fils, progressivement, va avoir des sortes d'hallucinations, il va le voir, et il va être attiré dans la forêt, parce que le Roi des Aulnes lui promet énormément de choses, lui promet de voir ses filles et tout, et donc le poème avance et ça se finit très tragiquement, et le Roi des Aulnes a une lecture
très hard dont je veux pas vous parler sur YouTube, mais voilà, il y a des choses extrêmement graves qui se passent dans ce poème, et voilà, c'est très très sombre, donc tu vois quand tu le livre, quand même une grosse inspiration de ça, je trouve, dans ce Roi des Aulnes qu'on retrouve un peu dans ce livre. Donc personnellement, c'est un livre que je vous recommande parce que il est vraiment passionnant, et je trouve qu'il est horrifique sans te filer un effroi de ouf. Il est vraiment, je trouve, c'est vraiment un très très bel hommage à notre mythologie européenne, donc je vous le recommande pour ça. Donc c'en est tout pour ces petits conseils de one shot, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez une seconde partie avec d'autres livres. J'ai déjà d'autres livres, que ce soit dans ma bibliothèque ou autre part, dont je vous parlerai, même des livres que j'ai moins bien aimés, mais qui font partie des one shot à recommander, je trouve. Donc je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. Je vous remercie encore pour la réception que vous avez fait autour du rôle des couvertures du Seigneur des Anneaux dans la réception de Tolkien en France. Le titre est à rallonge, mais c'est des titres de mémoire et d'essai. Merci encore, et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous le procurez. Il est disponible sur le site internet Les Trois Nornes, et on se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement.